quelle réalité se cache derrière le mythe de l'entrepreneur visionnaire? C'est à cette question et bien d'autres que nous allons répondre aujourd'hui avec Anthony Galouzeau, maître de conférences à l'Université de Saint-Étienne et auteur du livre Le mythe de l'entrepreneur défaire l'imaginaire de la Silicon Valley, paru aux éditions La Découverte. Bonjour Anthony Galouzeau. Bonjour. Dans votre ouvrage, vous montrez que les entrepreneurs devenus des mythes, tels que Steve Jobs, pour ne parler que lui, sont dépeints comme des êtres supérieurs, comme des moteurs de l'histoire. Quel rôle jouent les journalistes, médias et biographes dans la création de ces mythes et quels sont leurs intérêts à déformer un petit peu la réalité? Alors, concernant cette relation symbiotique entre les journalistes et les entrepreneurs entreprenant leur récit, les entrepreneurs héroïques qui se racontent comme tels, on a en fait plusieurs intérêts partagés. Du côté de l'entrepreneur, c'est important pour lui de faire parler de lui, alors pour certains modèles d'affaires, pour certains entrepreneurs, parce que ça va permettre de générer tout d'abord une publicité gratuite pour ses produits, pour ses objets, s'il est dans du B2C, s'il vend des produits grand public. Ça va aussi lui permettre d'attirer des investisseurs, s'il fait des levées de fonds, notamment s'il cherche à renforcer la valorisation financière de son entreprise, c'est très utile d'être bien présent à l'esprit. Ça peut aussi l'intéresser en tant qu'employé, en fait. Il est CEO, il va passer d'une entreprise à l'autre. S'il est célèbre, s'il a une image de marque forte, sa valeur sur le marché des dirigeants va être importante également. Et alors du côté des journalistes, quel est l'intérêt pour eux de relayer les effets, les narrations de ces individus qui se racontent à travers tout un ensemble d'histoires et tout un ensemble de récits où ils mettent en scène leur génie, leur toute-puissance. Ça va être de raconter des histoires intéressantes qui vont captiver le lectorat, qui vont faire du clic, qui vont permettre de vendre du papier, comme on disait au siècle dernier, qui vont faire de l'audience et qui vont permettre de faire vivre le média. Parce que voilà, c'est une compétence en fait, être capable de storytelling, être capable d'exercer une fascination charismatique sur le public. Et en fait, cette compétence est essentielle pour devenir soi-même un personnage médiatique. D'accord. Mais il y a un rôle que joue l'espace médiatique là-dedans qui me dépasse sur cette glorification en fait des entrepreneurs, c'est elle tend à justifier absolument tout, c'est-à-dire aussi bien la tyrannie, la toxicité ou la violence de ces entrepreneurs, au nom de l'accomplissement d'une mission soi-disant sacrée. Et pourquoi une telle validation médiatique de tous ces, on va dire, de cette tyrannie et de tous ces méfaits en fait de ces entrepreneurs? Alors effectivement, on voit que, pour donner un peu plus d'éléments de contexte à vos auditeurs, j'ai fait une analyse de cas moi sur Steve Jobs, c'est-à-dire que j'ai essayé de regarder, de voir tout ce qui a été paru en fait, qui est paru sur Steve Jobs dans les médias au sens large, c'est-à-dire journaux, magazines, films, séries, documentaires, etc. C'est de cartographier toutes ces représentations et de faire une analyse thématique, c'est-à-dire comprendre quels sont les clichés, les anecdotes, les récits qui reviennent le plus souvent, et au contraire les éléments d'information qui sont beaucoup plus rares en fait, rarement transmis par cette littérature, par ces médias. Et ce dont on se rend compte effectivement, c'est dans la célébration du génie. On va pas faire la géographie, on va pas présenter l'entrepreneur comme un saint, comme un humaniste au-delà de tout reproche. C'est pas souvent ce modèle-là qui revient, mais bien au contraire un modèle plus romantique, torturé, où on nous explique que, notamment dans le cas de Steve Jobs, que c'est quelqu'un qui est porté par sa volonté de créer, qui est pas intéressé par l'argent en fait, et qui essaye de faire advenir de beaux objets, des grands projets, etc. Et en cela, comme c'est un créateur, c'est un génie, c'est quelqu'un torturé par une vision, voilà, toujours dans ce cliché romantique, on va en fait expliquer que sa toxicité, ses excès, va-t-on plutôt dire, s'expliquent par cette supériorité créative. Dans le cas de Steve Jobs, on a souvent la rhétorique du oui mais, c'est-à-dire on va expliquer que c'était quelqu'un qui pouvait être violent, maltraiter ses employés, etc. On va toujours dire oui mais c'est de cette façon qu'il a couché
qui donnait le meilleur de lui-même et qui permettait aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est par là en fait que surgissait l'éclair de génie. Donc c'est toujours une façon de justifier. Alors ensuite, pourquoi les journalistes diffusent ce type de représentation? Je pense que, alors oui, le mythe de l'entrepreneur, un mythe, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? C'est un récit qui donne sens à l'existence, au sens, voilà, on parle souvent de mythe étiologique, c'est-à-dire qu'il va expliquer l'origine des choses. Donc les mythes entrepreneuriaux, l'imaginaire économique, ça vient expliquer comment survient la création de valeur, la création économique. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'une mythologie? C'est une communauté de croyants, c'est-à-dire qu'on appartient, en fait, pour être, en général, quand on est mythologue, quand on analyse les mythes, on est en dehors de la communauté de croyants et on peut essayer de la cartographier. Quand on en fait partie, on adhère aux explications qui sont véhiculées, aux représentations, aux systèmes de valeurs qui sont véhiculés par le mythe. Et je pense qu'une bonne partie des journalistes qui opèrent dans les grands médias économiques, la presse magazine américaine, le Time, le Washington, le Wall Street Journal, Fortune, etc. Tout cet écosystème médiatique américain qui est très centré sur les affaires et qui a des inclinations très libérales, bon, voilà, ils font partie de cette communauté de croyants. Même si certains d'entre eux peut-être ont peut-être un rapport plus cynique au récit qu'ils contribuent à mettre en circulation. Mais je pense que pour une bonne part, ils sont eux-mêmes charmés par ces récits et en partie des croyants eux-mêmes. Et d'ailleurs, vous venez de dire que vous avez consacré une large part de votre ouvrage, de votre travail à l'étude de Steve Jobs en particulier. Pourquoi lui en particulier? Qu'est-ce que ce mythe a de différent par rapport aux autres? Alors, si j'avais voulu faire un ouvrage vraiment particulièrement actuel dans l'ère du temps, j'aurais pris Elon Musk, puisque ça fait déjà, même en France, plusieurs années qu'il est omniprésent et qu'il est devenu la célébrité médiatique, la célébrité entrepreneuriale mondiale. J'ai pris Steve Jobs pour en fait fonder une étude de cas, c'est-à-dire que moi ma thèse dans l'ouvrage, c'est que le mythe de l'entrepreneur perdure, prospère à travers et au-delà de ses représentations passagères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est Elon Musk, hier c'était Steve Jobs, avant-hier encore, il y a plus d'un siècle, c'était Thomas Edison. Voilà, on en a eu des dizaines en fait, et ça, tous ces individus alimentent le panthéon entrepreneurial américain qui se constitue et qui se reconstitue au fil du temps. Et ce dont on se rend compte quand on analyse historiquement tous ces récits, c'est qu'ils ont beaucoup en commun. En fait, il y a des structures communes entre la façon dont on a parlé de Rockefeller, d'Edison, de Carnegie hier, et plus récemment de Bill Gates, de Steve Jobs ou d'Elon Musk. Voilà, on est toujours sur un mode héroïque et sur un récit où en fait on explique la création économique par des fulgurances individuelles. Il y a vraiment une constante à ce niveau-là. Et donc pour moi le choix de Steve Jobs c'était intéressant parce que voilà, les plus de 30 ans le connaissent tous très bien, puisque dans les années 2000 on a tous été marqués par les grandes messes d'Apple et les grands succès de l'iPod, de l'iPhone, de l'iPad. Il est mort relativement récemment, il y a une bonne dizaine d'années. Voilà, il est encore très connu aujourd'hui, même des plus jeunes. Voilà, donc ça, en même temps, c'est suffisamment reculé dans le temps, c'est-à-dire qu'il émerge fin des années 70, il meurt en 2010 et 2010-2011, et donc il est en fait suffisamment présent dans notre esprit pour que ça nous parle et que l'étude de cas puisse être compréhensible pour des contemporains, mais en même temps, il est suffisamment reculé dans le temps, on a suffisamment de recul historique pour faire une véritable déconstruction. Ok. Et d'ailleurs, vous avez cité des mythes qui sont, si je me trompe pas, tous américains et tous des hommes. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe aucun entrepreneur ou entrepreneuse européenne? Alors pour objectiver la popularité, la panthéonisation, comme on disait, des entrepreneurs américains dans leur culture américaine, il y a des méthodes bien éprouvées, c'est-à-dire faire des statistiques sur base d'enquêtes. On va distribuer tout un ensemble de questionnaires à un échantillon d'individus et leur demander qui sont les plus grands entrepreneurs de l'histoire américaine d'après eux. Et ça a été fait en fait, ça a été fait dans les années 2000 et plus récemment fin des années 2010.
ça a été répliqué. Et en fait, ce qui ressort de ces enquêtes, c'est que il y a aucune femme qui est représentée dans ces classements. Et ça se voit à l'œil nu, hein, je dirais. C'est-à-dire que toute la littérature entrepreneuriale, les grandes biographies d'entrepreneurs ou la presse magazine type Fortune, le Time, etc., qui fait ses unes sur des entrepreneurs, c'est très rarement des femmes. Et quand ça l'est, c'est vraiment, on est vraiment sur les 10-20 dernières années. Voilà, on a quelques personnages qui émergent et qui se sont fait connaître, comme Elizabeth Holmes notamment dernièrement, mais c'est vraiment extrêmement rare. Et ça s'explique aussi parce que, enfin, je pense, c'est une hypothèse, hein, c'est pas démontré, c'est une interprétation de ma part, que c'est parce que le mythe de l'entrepreneur, ce qu'il signifie en fait, c'est quelque chose de tout à fait viriliste en fait. Hein, c'est l'homme face à son destin. Moteur de l'histoire, il y a une forme de célébration aussi de l'agressivité sur les marchés économiques, le fait de vaincre et de prouver sa valeur par le fait de vaincre à travers la lutte concurrentielle. Donc c'est ça, plus voilà, des facteurs qui sont beaucoup plus socio-historiques, qui expliquent que voilà, jusque très récemment, mais même encore aujourd'hui, les hautes sphères des milieux dirigeants entrepreneuriaux occidentaux étaient très largement réservés aux hommes blancs issus de certains milieux. Ça, c'était vrai déjà très structurant fin 19e siècle. Ça l'est encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui est déjà très structurant aussi. Donc voilà, on a aussi ces explications. Enfin, au-delà de la production médiatique, je pense que c'est à mettre en miroir avec la sociologie des élites dirigeantes. Tout à fait. Pour comprendre un peu comment se crée un mythe, je vous propose de rentrer dans le détail d'une histoire que vous racontez concernant Steve Jobs. C'est l'affaire Xerox. Vous en parlez, vous la décrivez, et vous expliquez qu'elle a contribué à créer ce mythe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est cette affaire Xerox et en quoi elle contribue, ou elle a contribué plutôt, à créer ce mythe autour de Steve Jobs? Alors, il y a plusieurs composantes du mythe, hein, comme j'ai déjà commencé à en parler. On a l'idée d'un créateur, l'idée d'un génie possédé par la création, romantique, torturé. On a aussi l'idée de quelqu'un qui sort du néant, qui sort de rien en fait et qui construit à partir de rien. Et on a une autre thématique qui est importante, qui est l'idée du visionnaire. C'est-à-dire, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui, encore une fois, dans cet imaginaire, qui correspond pas du tout à la réalité de l'économie et de la sociologie de l'innovation. Dans ces représentations popularisées par les grands médias, on a quelqu'un qui réussit. Pourquoi ? Parce qu'il a su voir l'avenir. Avant tout le monde, il a compris ce qu'allait être le monde de demain et les objets de demain. Et alors Steve Jobs, dans les récits qui sont faits de son existence, c'est très fort, on lui impute d'avoir vu avant tout le monde ce que serait, alors tout un ensemble de choses, hein, la musique de demain, mais aussi l'ordinateur moderne. Alors certains lui imputent complètement l'invention de l'ordinateur, ce qui est vraiment plus farfelu. D'autres expliquent, aménagent un peu plus leurs propos, modèrent un peu plus leurs propos. Ils vont expliquer que certes, il n'a pas été le premier à commercialiser un ordinateur, mais c'est lui qui, le premier, a vu ce que serait l'ordinateur moderne grâce au Macintosh en 84, c'est-à-dire une souris et une interface graphique avec un bureau. Voilà, donc quelque chose qui est user-friendly, comme on l'a dit ensuite, hein, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'écrire des lignes de code, on n'a pas besoin d'être informaticien, c'est quelque chose qui est facile à utiliser, et ça serait une vision, quelque chose que Steve Jobs aurait compris avant tout le monde. Alors là où dans le livre, bon, je me sers comme je vous l'expliquais, hein, de l'étude de cas Steve Jobs pour déconstruire chacune de ces thématiques et expliquer en quoi c'est mystificateur en fait, hein, en quoi ça correspond pas à la façon dont les choses se passent vraiment. Pour expliquer dans le livre en quoi en fait les entreprises qui réussissent sur le marché, les produits qui réussissent sur un marché sont pas leur succès s'explique très rarement par les capacités visionnaires d'un individu qui en serait à l'origine, puisqu'en fait, les visions des produits sont là généralement bien avant qu'ils deviennent possibles technologiquement et économiquement de les produire et les commercialiser massivement. L'exemple du Macintosh, en fait, on avait déjà un ordinateur qui avait un même niveau de performance et d'ergonomie, si on veut, dans les années 70, chez Xerox, hein,
l'entreprise qui est productrice de photocopieurs, qui avait mis au point dans son centre de recherche, le Parc, à Palo Alto, elle avait mis en place un ordinateur graphique, intuitif, qui s'appelait l'Alto. Et en fait, pour toute une série de raisons organisationnelles, voilà, liées à l'organisation, liées à ce qui se passait chez Xerox, mais aussi liées au marché, au fait que les coûts étaient encore trop importants dans les années 70, il n'y a pas pu y avoir une commercialisation massive de ce produit, qui a finalement été en fait répliqué par Apple suite à une visite de Steve Jobs et de son équipe dans le centre de recherche de Xerox. Donc il a repris l'idée après avoir vu le prototype de l'Alto, et il a aussi débauché tout un ensemble d'ingénieurs de chez Xerox pour importer le projet chez lui et l'accomplir chez Apple. Voilà, c'est une histoire qui permet d'expliquer en quoi il s'agit pas, le cœur des réussites entrepreneuriales et de la mise sur le marché de nouveaux produits, l'invention de nouvelles catégories de produits, ça s'explique pas par quelqu'un qui a vu quelque chose avant tout le monde. Parce que voilà, comme je l'explique aussi pour d'autres, pour tout un ensemble d'autres choses, généralement, avant même la naissance de Steve Jobs, vous aviez tout un ensemble d'ingénieurs qui étaient en capacité d'imaginer, parfois très précisément, les produits qu'on manipule aujourd'hui. L'important, c'est la fenêtre d'opportunité, la fenêtre technologique qui s'ouvre en fait pour toute une industrie à un moment, et dans cette fenêtre, il faut être capable de s'imposer commercialement. D'accord. Et aussi ce mythe de l'entrepreneur, de ce visionnaire, laisse imaginer que la personne est seule à comprendre, à prendre des décisions et à entreprendre. Et cela lance donc une sorte d'ombre sur tout le collectif, toute l'entreprise et toutes les, on va dire les personnes gravitant au plus près de Steve Jobs. Dans le cas de Steve Jobs, est-ce qu'il y a des personnes qui sont retrouvées un petit peu perdants de la création de ce mythe-là? Oui, alors ce que vous voyez quand vous faites, comme je l'ai fait, une étude en longitudinale en fait de la littérature autour de Steve Jobs, dans les années 80, on parlait énormément de Steve Jobs pour parler d'Apple, beaucoup moins de Steve Wozniak, mais Steve Wozniak était quand même assez présent, et beaucoup moins encore, en troisième position, de Mike Markula, qui est l'individu qui a permis en fait de sortir Apple d'une petite entreprise de jeunes amateurs pour voilà mettre en place l'entreprise véritablement financièrement et au niveau gestionnaire, qui a fait appel à ses réseaux de financiers, qui a véritablement lancé l'entreprise et professionnalisé l'entreprise, et qui a été extrêmement important, vraiment une importance capitale dans la naissance d'Apple. Voilà, vous tournez vers les productions autour de Steve Jobs et d'Apple des années 2000, vous vous rendez compte que la disproportion s'est encore accentuée, c'est-à-dire qu'on parle quasiment plus que de Steve Jobs. Wozniak est un sidekick sympathique qui est là au début et qui s'estompe très rapidement, et Markula est complètement effacé de l'histoire, c'est-à-dire que dans certains des derniers biopics, voilà, on n'y fait pas référence du tout. Alors voilà, ça c'est espèce de pasteurisation, voilà, d'écrémage qui a eu lieu au fil des années, au fil des décennies, au fil du grand jeu de recopiage entre journalistes, voilà, des anecdotes qui se répètent, qui se transmettent, et quand on arrive, voilà, avec la flopée après sa mort début des années 2010, avec la flopée de biographies qui sortent, notamment celle d'Isaacson, un best-seller mondial, on se rend compte de la déperdition. Et en fait, quelle est la représentation de la valeur aussi qui est transmise par rapport à cette starification? On nous explique dans ces ouvrages que, alors certes, il est entouré de gens talentueux, comme Wozniak par exemple, ou voilà, tout un ensemble de designers, d'informaticiens talentueux qu'on peut citer, que les biographes citent régulièrement, mais on nous explique que tous ces gens-là, en fait, seraient restés bien incapables sans, en fait, la vision de génie et sans le fait d'avoir pour guide l'entrepreneur, avec un E majuscule. Donc, on nous explique que l'entrepreneur, c'est celui qui est seul à même d'animer la force de travail. C'est celui qui met en mouvement la force de travail, les employés, une force de travail qui est capable, mais qui est parfaitement aveugle. Et voilà, là c'est intéressant parce qu'on a un renversement de la théorie socialiste dans la création de la valeur. En fait,
là, on distingue l'entrepreneur du patron ou de l'homme d'affaires. Contrairement à ces derniers, l'entrepreneur ne spécule pas, il n'exploite pas la force de travail. Il est là pour l'éclairer et en tirer le meilleur, en fait. D'accord. Et en fait, ce renversement, en fait, voilà, quelle est la source de la valeur? C'est l'entrepreneur. Et dans ce processus de création de valeur, dans ces représentations, les employés, tous ceux qui permettent de créer de la valeur à l'entrepreneur sont secondaires, enfin sont des instruments. Alors que voilà, traditionnellement, dans des représentations politiques plus marquées à gauche, dans l'histoire globale du socialisme, au contraire, l'entrepreneur, c'est celui qu'on va appeler le patron, qui exploite la force de travail, et c'est la force de travail qui est productrice de toute la valeur. En fait, l'entrepreneur est là pour coordonner, exploiter. Et voilà. Et alors ça, donc la représentation, cette représentation de la valeur comme étant animée par à l'origine de la valeur et étant l'entrepreneur, cette représentation des choses, en fait, elle rentre frontalement en contradiction avec tout un ensemble de choses qui animent l'écosystème de la Silicon Valley. Chez Steve Jobs, par exemple, on voit qu'il y avait énormément de rivalité pour la ressource humaine, qui s'est battu avec les grandes entreprises du secteur pour conserver ses ingénieurs, voire voler les ingénieurs de ceux d'en face, parfois pour faire des accords, pour éviter faire de la rétention de l'employé, pour éviter que les employés ne partent chez les uns et chez les autres. Par exemple, dans les années 2000, chose qui est assez peu connue, Intel, Google et Apple ont réalisé un accord pour en fait s'empêcher les uns les autres de se voler leurs travailleurs qualifiés, leurs managers, leurs ingénieurs. Voilà, on a comme ça cet entrepreneur créateur à la source de toute valeur qui va être aux antipodes de l'entrepreneur accapareur. D'accord. Vous avez utilisé à plusieurs reprises le terme de génie pour qualifier Steve Jobs. Alors, le mot génie est peut-être un terme qui signifie aujourd'hui beaucoup de choses, mais je serais curieux de savoir, vous, ce que vous entendez par génie, et est-ce qu'on peut véritablement, selon vous, qualifier Steve Jobs de génie? Alors, à mon sens, on ne peut qualifier personne de génie. Le génie, en fait, c'est une représentation qui encore une fois, qui a beaucoup à voir avec des représentations très romantiques de l'existence. Le génie, en fait, quand on parle de génie, on parle d'un phénomène spontané, c'est-à-dire de quelqu'un qui serait immensément talentueux et dont l'origine du talent ne pourrait s'expliquer par des facteurs objectifs, par tout un ensemble de déterminations. C'est-à-dire, voilà, on ne dit pas d'un génie tout simplement que voilà, c'est quelqu'un qui est né au bon endroit au bon moment, qui a bénéficié de tout un ensemble d'éléments favorables à son apprentissage, à son éclosion, à sa prospérité. Voilà, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le même dans le même champ sémantique. Le génie, au contraire, c'est quelqu'un devant lequel on est admiratif et dont on ne cherche pas à comprendre l'origine de la position dans le jeu social et l'origine de ce qu'on appelle être son talent, en fait. On n'est pas sur, quand on parle d'un génie, qu'on dit un génie, quelqu'un de génial, on est sur vraiment le fait de s'émerveiller devant un phénomène qu'on s'imagine spontané. Voilà, quelqu'un qui doit tout à une espèce de mystérieuse force intérieure. C'est pour ça qu'on est sur quelque chose de très religieux, hein, c'est-à-dire vraiment on est sur une espèce d'immanence, sur un don de Dieu. Et d'ailleurs, les premières appréhensions du terme, hein, le génie à la base, ça avait à voir avec le divin, et c'est un concept qui s'est sécularisé à partir du 19e siècle. Et voilà. Et alors, pourquoi on voit ce terme très souvent mobilisé pour parler des grands entrepreneurs, des célébrités entrepreneuriales? Parce que justement, on est là sur une littérature vraiment d'admiration, en fait, où on cherche pas à expliquer le parcours d'un individu, parce que ça serait le désacraliser, en fait. Au contraire, on n'est pas dans l'analyse rationnelle, contextuelle, d'une réussite individuelle qui s'explique dans un contexte vraiment particulier, dans une phase historique, à partir d'une géographie, d'une sociologie, voilà. On est sur une quête héroïque qui est orientée vers son propre accomplissement. Vous voyez, c'est une espèce de grande tautologie, quoi. Et en fait, ça instaure l'entrepreneur comme une espèce de force intrinsèque, automotrice, auto-instituée. C'est une force qui peut s'expliquer que par elle-même. Elle est en dehors du monde matériel, quoi. D'accord. Pour conclure, j'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que ces mythes racontent sur nous, sur notre société, sur notre rapport à l'argent. Alors, rapport à l'argent, plus précisément, moi je dirais rapport à la réussite, en fait.
Oui. En fait, c'est un imaginaire qui peut avoir l'air assez inoffensif, mais qui, à mon sens, anime énormément, a un grand poids, en fait, exprime quelque chose de très important dans la façon dont nos imaginaires sont structurés et orientés politiquement. C'est-à-dire que tous ces récits de glorification d'entrepreneurs géniaux, créatifs, supérieurs à la masse, seuls à même de comprendre le monde et de le guider, en fait, bah ça les instaure au sein d'une aristocratie naturelle qui serait révélée par le marché. C'est pour ça que je parle d'aristocratie entrepreneuriale et de conservatisme méritocratique. Pourquoi ? Parce que l'idée à travers toute cette littérature, c'est que ces individus émergent en partant de rien. Voilà, c'est pas des gens qui vont exploiter une position et des opportunités. Ils partent de rien, ils partent d'eux-mêmes. Voilà, ils commencent dans leur garage et ils finissent homme le plus riche au monde, etc. Et tout ça, c'est grâce à leur talent, à leur pugnacité, à une forme de force intérieure, comme j'ai expliqué. Et donc, on est dans un système qui est vraiment très vertueux, puisqu'on est sur un marché qui permet de révéler les meilleurs d'entre nous. C'est le marché comme infaillible opérateur de justice, qui ne perpétue pas les inégalités, l'hérédité, mais au contraire va révéler comme ça des gens sortis de nulle part, faire triompher les méritants, les talentueux, etc. Et conservatisme méritocratique, pourquoi ? Parce qu'on est vraiment sur une mystique, en fait, comme je l'ai expliqué, on n'explique jamais en quoi ces trajectoires peuvent être expliquées, et que tous, autant qu'on est, tous à la surface de cette planète, on peut expliquer toutes nos trajectoires sociales par tout un ensemble de facteurs. C'est la base même de la réflexion scientifique. Sinon, on est dans une espèce de mystique religieuse, et on considère, alors là, ça peut être une autre option. On considère que voilà, il y a tout un ensemble de dons divins, etc. Mais bon, encore là, à nouveau, on est quand même sur un autre régime explicatif. Il demeure une explication. Mais dans en fait cette littérature, la célébration entrepreneuriale, comme je l'ai dit, l'individu s'explique par lui-même. Or, quand on s'intéresse à la sociologie des trajectoires entrepreneuriales, on se rend bien compte que personne ne crée à partir de rien. Voilà, c'est pas un hasard si toutes les célébrités entrepreneuriales viennent des États-Unis, il y a des déterminants économiques et géopolitiques qui relèvent aussi du soft power. Il y a tout un ensemble on est dans un monde qui est extrêmement structuré, déterminé. Et donc, ce conservatisme méritocratique va nous dire que cette idéologie méritocratique va nous dire que ces gens ont mérité leur succès à travers la lutte concurrentielle. Et je parle de conservatisme méritocratique justement parce qu'en fait, ça dissimule la conservation, la perpétuation de tout un ensemble de privilèges et de positions qui ont été historiquement, socialement constitués et consolidés à travers les générations, en fait. Donc on n'a pas le temps d'en parler en longueur dans cet entretien, mais j'essaie de le démontrer justement à travers le cas de Steve Jobs, en montrant que d'un point de vue sociologique, géographique, historique, voilà, il avait toutes les cartes en main. Et alors, je me permets de digresser un peu là-dessus. Je peux voir des lecteurs par-ci par-là qui m'expliquent, oui, il y a de la détermination, mais tout de même, il y a des gens qui, dans la situation de Steve Jobs, sont nés dans la Silicon Valley à la même époque que lui, dans le même milieu, et qu'ils n'ont pas tous fait ce qu'il a fait, bien évidemment. Mais encore une fois, dire cela, en fait, ça n'invalide pas le fait qu'il y a toute une série de déterminations qui pèsent sur une trajectoire. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'en énumère quelques-unes qui sont parmi les plus évidentes et les plus fortes, les plus caractérisées, les plus documentées dans mon ouvrage. Mais évidemment, il y en a énormément d'autres. Et en fait, notre trajectoire sociale s'explique par la confluence de ces centaines, de ces milliers de facteurs, en fait. Ce qui nous donne, in fine, des trajectoires individuelles, idiosyncratiques, mais néanmoins déterminées. Merci Anthony. Merci à vous. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré au livre d'Anthony Caluso, Le mythe de l'entrepreneur, défaire l'imaginaire de la Silicon Valley, paru aux éditions La Découverte. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram, et à vous rendre sur 0,org afin de découvrir nos précédents invités. Merci et à très bientôt.